Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. En manchette ce soir, la région épargnée par la pénurie de directeurs dans les écoles. Les centres de services scolaires mettent les bouchées doubles pour valoriser la profession. Ici, au Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois, depuis 2 ans, on a mis en place un programme de relève pour les directions d'établissement. Les concessionnaires automobiles reprennent du poil de la bête. Et dernier hommage rendu à Gilles Laperrière. Bon début de soirée, bienvenue au TVA Nouvelles. En pleine semaine québécoise des directions d'établissements scolaires, plusieurs postes de direction sont à combler dans les écoles de la province. Pour contrer cette pénurie, le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois fait des pieds et des mains pour assurer une relève qu'Emilia Laliberté. Alors que le manque d'enseignants est encore criant dans les écoles du Québec, c'est maintenant au tour des directeurs d'établissements scolaires de faire face à une pénurie, selon la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. On profite d'ailleurs de notre semaine des directions d'établissement pour lancer une campagne de valorisation et de faire connaître un peu l'état de situation à travers le Québec. Situation qui se dégrade, je vais dire ça comme ça, d'année en année. Il manque 12 directions adjointes et 8 directions d'école à l'heure où on se parle. C'est une première au Québec, c'est la première fois. Une situation qui s'explique entre autres par le manque de valorisation de la profession, comme l'explique Carl Ouellette, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. On a un bassin de tout près de 80 000 enseignants qui pourraient devenir des directions d'établissement parce que pour être direction d'établissement, il faut détenir un brevet d'enseignement. Donc, le bassin, il est là, on le sait, mais il faut promouvoir cette profession-là, il faut la valoriser et c'est ce qu'on va faire cette semaine là, par diverses campagnes de promotion et de valorisation. Il y a 2 ans, le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois s'est retroussé les manches afin de prévenir cette pénurie, comme l'affirme Jean-François Pressé, le directeur général. Ici, au Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois, depuis 2 ans, on a mis en place un programme de relève pour les directions d'établissement qui vise principalement à former, à préparer les gens à un rôle de direction d'établissement ou de direction adjointe d'établissement. Depuis l'implantation de ce programme, tous les postes de direction ont été comblés au Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois. On a 7 personnes présentement qui sont dans notre programme de relève. Puis, il y a des gens qui ont accédé à un poste là, de direction l'an dernier, donc on est vraiment contents. Ça a vraiment permis de connaître les gens davantage puis de se préparer à ce nouveau rôle-là. La Semaine québécoise des directions d'établissement se poursuit jusqu'au 20 octobre. Rappelons qu'elle vise à souligner le travail des directeurs et directeurs adjoints tout en valorisant la profession. Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Il y a 1 an, les marchands d'automobiles disaient que les ventes d'automobiles étaient dans le rouge. Mais aujourd'hui, il semble que le portrait ait changé et pour le mieux dans la région. Alexandre Cabana a plus de détails. Le marché automobile reprend tranquillement sa vitesse de croisière. Les intervenants, tant du milieu des voitures neuves que d'occasion, sont optimistes pour la suite. On a un peu plus d'inventaire qu'on avait, ça s'est replacé, particulièrement à côté camionnette style pick-up, qui est dans le fond notre gagne-pain principal. On a de l'inventaire. Côté utilitaire sport, c'est encore difficile. Donc, les gens commandent encore. C'est moins difficile de s'approvisionner en véhicules. Les prix se sont rétablis aussi parce qu'on avait eu une hausse de prix qui était incroyable là, durant la pénurie. Présentement, ça semble se rétablir. On commence à avoir plus de véhicules. Côté usager, on n'a pas d'attente. On n'a pas d'attente parce qu'on achète, on met dans la cour ou on prend des échanges, mais on n'a pas d'attente comme dans les véhicules neufs. Si l'approvisionnement va de bon train, c'est les taux d'intérêt qui demeurent un frein. Oscillant autour de 10 % en location, ils encourageraient les consommateurs à faire un virage du côté de l'achat plutôt que de la location. Les gens louaient plus qu'ils achetaient. Je te dirais que ça s'est rééquilibré. Le taux d'intérêt est plus élevé en location qu'en achat, on ne se le cachera pas, bien souvent. Donc, si les gens regardent le taux d'intérêt, on va prêcher pour l'achat. Selon les concessionnaires, les niveaux de livraison et de production pré-pandémique sont révolus. Les habitudes des consommateurs ont aussi changé. Pour les intervenants, il est clair que les gens n'ont plus la même approche en ce qui a trait à la gestion de leur voiture. Les gens sont toujours pressés, mais les gens ont appris avec la pandémie que c'est quand même des délais. Les gens ont appris à magasiner différemment. On voit déjà un changement. Les clients, les premières hausses de taux d'intérêt, les clients se sont tous braqués, puis on dit non, on n'achètera pas. Mais là,
commence à s'y habituer tranquillement. On n'a pas le choix, il faut faire avec. Je crois que les gens étirent le véhicule plus longtemps. On se rappelle quand on avait dans l'usager des taux à 3 il n'y avait pas de problème de changer leur véhicule juste pour un caprice de vouloir changer le véhicule. Aujourd'hui, je pense qu'ils les étirent un petit peu plus longtemps. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles à Rouyn-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait, comptez-vous vous acheter une voiture neuve ou d'occasion prochainement? Vous avez répondu non à 84%. En politique provinciale, depuis 17h, le premier débat entre les 3 candidates à la cochèvrie de Québec solidaire au centre Saint-Pierre de Montréal a commencé. L'ancienne députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Émilie Sartérien, Ruba Gazal ainsi que Christine Labrie échangent sur le thème de la souveraineté du Québec. Le débat est également offert de façon virtuelle. On vous en parlait vendredi du Centre de radio-oncologie régionale à Rouyn-Noranda qui compte désormais un nombre suffisant de technologues pour offrir l'entièreté des traitements curatifs et palliatifs. Eh bien, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue confirme qu'il procédera prochainement à l'embauche de plusieurs spécialistes. Un 6e technologue ainsi qu'un physicien vont se greffer à l'équipe de radio-oncologie en décembre et 2 autres technologues en mai de l'an prochain. C'est sûr qu'avec la rentrée des nouveaux technologues, notre nombre de scans et traitements va augmenter. On va travailler sur des nouvelles techniques, des techniques qui vont prendre plus de précision. On est conscient qu'une équipe, là, il va continuer à avoir du roulement, du mouvement de personnel. Donc, on poursuit nos efforts, on poursuit la promotion autant pour le long terme là, dans les maisons d'enseignement, les écoles secondaires en région. D'ailleurs, le CISAT confirme plancher sur différentes solutions pour améliorer les délais d'obtention d'une mammographie dans la région. La Fondation du cancer du sein du Québec dévoilait récemment qu'un délai de 7 à 30 semaines est observable dans la région. La situation, si on se souvient bien, était particulière au Témiscamingue. Le CISAT désire maximiser les plages disponibles de l'unité mobile de mammographie Clara. Toujours dans le même domaine, 756 personnes ont pu être rencontrées par l'équipe de Pétapan de juin à octobre. Selon le CISAT, l'unité mobile offre différents services sociaux et de santé aux personnes en situation d'itinérance sur le territoire de la MRC de la Vallée de l'Or. Une trentaine de sorties ont été effectuées à Val-d'Or, notamment des activités de coupe de cheveux, de réduction des mégots et de repas partage. À Sainte-Terre, on dénombre 3 sorties où des dépistages d'infections transmises sexuellement et par le sang et de l'offre de soutien psychosocial ont notamment eu lieu. On reste en santé puisque des professionnels en soins membres de la FIC-CISAT ont pris d'assaut le bureau de la présidente directrice générale du CISAT, Caroline Roy, ce matin. Vous voyez les images à l'écran, mais ils ont tapissé le bureau de tracts en rappelant à Mme Roy la légitimité de leur demande 1 an après le début de la négociation de la convention collective. Et selon le président de la FIC-CISAT, Jean-Sébastien Blais, le gouvernement fait la sourde oreille depuis plus d'1 an sur leur demande. On va en Abitibi-Ouest maintenant puisque la MRC a dévoilé sa stratégie jeunesse en milieu municipal 2023-2028 vendredi dernier. Plusieurs projets sont en cours dans le domaine de l'éducation, l'emploi et la vie sociale. Reportage de Kimberly Hall. Des initiatives pour améliorer la qualité de vie des jeunes de 12 à 35 ans, c'est ce que vise la stratégie jeunesse en milieu municipal 2023-2028 mise en place par la MRC d'Abitibi-Ouest. Un lancement a eu lieu vendredi dernier à La Sarre afin de présenter la stratégie et les 9 membres du comité consultatif jeunesse. Le but est de combler les besoins des adolescents et des jeunes adultes. On a l'éducation, l'emploi, puis le dernier, c'est vie sociale, service aux jeunes et aux familles. Donc, c'est vraiment les 3 éléments qui sont ressortis comme prioritaires, là. Puis le rôle par la suite, une fois que la stratégie est en place, bien, c'est de s'assurer que celle-ci va vraiment se réaliser. Puis pour y arriver, on a également là, des comités avec des partenaires du milieu. De plus, ce lancement a été l'occasion de dévoiler le Travers Espace public. Cet aménagement extérieur situé sur la 5e avenue Est a plusieurs fonctions, selon le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi de La Sarre. Il y a aussi comme une espèce de panneau pour pouvoir faire une présentation ou présenter peut-être un film même. Ça peut être animé aussi, là. On veut que ce soit un espace commun que toute la population l'utilise. Autant pour aller tricoter ou pour aller travailler sur un devoir ou faire n'importe quoi, là. Puis il y a des organismes aussi qui veulent
aller faire un petit rassemblement. D'ailleurs, de nouveaux espaces similaires ont également été installés à Macamic et Palmarol. À Normétal, les installations vont être finalisées au printemps prochain. La MRC d'Abitibi-Ouest est confiante que le comité va proposer plusieurs projets intéressants, étant donné qu'ils sont davantage impliqués dans les décisions de leur municipalité. Il nous reste à faire des priorisations là, avec les partenaires. Donc, le but, ça va être vraiment de voir c'est quoi les priorités puis les opportunités aussi à venir pour les prochains mois, les prochaines années. Donc, le travail de priorisation va se faire. De là, devrait découler plusieurs autres projets là, variés. Donc, on va pouvoir voir la suite là, dans les prochains mois. Le comité consultatif jeunesse va justement avoir des rencontres pour établir ses priorités et proposer d'autres idées d'initiatives attrayantes pour les jeunes. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Si vous allez aux promenades du Cuivre, peut-être que vous avez vu des citrouilles de différentes couleurs. Eh bien, en prévision d'Halloween cette année, la citrouille bleue fait son apparition chez les marchands. Cette citrouille peut être utilisée chez les jeunes comme chez les adultes. Elle permet de sensibiliser la population aux troubles du spectre de l'autisme et aux différents aspects stimulant ou conditionnant les enfants et adultes dans leur façon d'agir socialement. C'est propice à l'inclusion, une de nos missions. En fait, on vous remercie énormément d'y avoir pensé. C'est vraiment une initiative de leur part que nous, on appuie fortement et c'est juste incroyable. Toutes les boutiques qui donnent des friandises le 28 octobre à partir de 4 heures, bien, ils vont savoir quoi faire si un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte qui a le spectre de l'autisme passe avec une citrouille bleue. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Bougez pas, ici Ariane Ouellette. Après la pause, on vous dévoile la murale de Grand Voyage. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Santerre à pied était prêt à accueillir petits et grands lors de sa 11e édition tenue en août dernier. Le défi des flambeaux, la colorée, les parcours réguliers de 5, 10, 21 km et les parcours enfants ont attiré plus de 250 coureurs et marcheurs de partout en région. Le comité de l'événement vise à favoriser l'activité physique et prône les saines habitudes de vie. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est aujourd'hui que se déroulait l'inauguration officielle de la première murale permanente du centre-ville d'Amos. Oui, et on a eu du gros fun en compagnie de notre caméraman Joël. Écoutez, on est parti sur la route, on a roulé, on a fait des jokes, on a mangé une bonne bouffe et le clou du spectacle se trouve derrière moi avec la fameuse murale, le Grand Voyage. Écoutez, c'était l'inauguration aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde à la messe en bon québécois, entre autres l'artiste Ariane Ouellette qui était présente. On a également Valérie Hamelin qui a travaillé sur cette œuvre-là, Stéphanie Dupré-Gilbert également. Il y a d'autres personnes aussi qui étaient au rendez-vous. Monsieur Louis Bourget, président d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue, ainsi que Monsieur Mario Brunet, qui est conseiller municipal responsable du développement culturel touristique. Je peux vous dire qu'on était vraiment très fébrile de dévoiler cette œuvre-là. Et je vous dis ça comme ça, là, on me parle dans mon oreillette présentement et on me dit que l'artiste Ariane Ouellette est originaire d'ici même d'Amos et que c'était la première fois qu'elle créait une œuvre ici même dans sa ville natale. Contexte pour faire cette murale-là, c'est que Attractivité Abitibi-Témiscamingue avait différents projets d'art public dans chacune des MRC. Et on devait commencer par des médiations culturelles qui étaient en fait des rencontres avec des nouveaux arrivants qui ont choisi de venir s'installer à Amos et des gens de la communauté d'accueil. Et moi et Pierre Labrèche, ensemble, on a animé plusieurs ateliers pendant l'hiver avec des ateliers d'écriture, des partages de photos de famille, on a pris des marches. Puis à partir des échanges en fait que les participants ont eus avec nous, bien c'est les éléments qui sont dans la maquette qui ont été inspirés en fait de ces rencontres-là. Donc on avait deux participantes qui étaient des grands-mamans
et qui nous ont partagé l'importance d'être grand-mère dans leur vie, ce que ça représentait dans leur communauté aussi, la beauté du rôle d'une grand-mère. Donc, j'ai choisi de garder cet élément-là, en fait, où la grand-mère est comme la grande guide. On a fait la murale au mois de juin, donc la grande période, le pic des feux de forêt battait son plein. Puis là, nous, on travaille dehors. Donc, évidemment, on a travaillé dans des conditions extrêmes de chaleur et de pollution de l'air. Donc, c'était quand même assez difficile. Puis en même temps, je trouvais ça étrange parce que la maquette est approuvée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, au moment où on monte sur le mur pour aller peindre. Puis là, j'étais en train de peindre un ciel orange dans un vrai ciel orange. C'était comme drôle de coïncidence. Puis en même temps, le choix pour moi de représenter la grand-mère qui est comme la gardienne des eaux, la gardienne du territoire, c'est un petit côté peut-être plus écolo où il faut prendre soin de notre territoire, il faut prendre soin de nos milieux de vie. Fait que je trouvais que c'était comme une coïncidence parlante. On a travaillé à 3 artistes, donc Stéphanie Dupré-Gilbert et Valérie Hamelin, qui était aussi la chargée de projet. Donc, on a travaillé là-dessus pendant à peu près 3 semaines à 3 artistes. C'est un projet d'une belle envergure, en fait, puis je trouve ça intéressant parce que c'est en plein centre-ville, donc j'y crois beaucoup, moi, au bienfait de l'art public, que ça amène un plus dans un milieu de vie. Donc, si les gens sont contents d'en avoir, bien, manifestez-vous, parce que c'est comme ça qu'on donne le goût d'en avoir d'autres puis de mettre encore plus de beauté dans l'espace public. Et est-ce qu'on pense, Ariane, peut-être faire une autre murale à Amos, peut-être bientôt, peut-être un jour? Est-ce que c'est dans les plans? Bien, en fait, il y a des plans, il y a différents projets qui sont sur la table un peu partout en région. Donc, c'est sûr que j'espère qu'il va y en avoir d'autres, que ce soit moi, que ce soit mes collègues artistes. On a toujours des équipes un peu à géométrie variable selon les années, selon les projets. Mais là, on a développé une expertise, on est prête à relever des défis. On a eu beaucoup d'actions dans le hockey cette fin de semaine, mais on va parler entre autres des Titans de Témiscamingue qui ont eu une belle victoire. On fait le bilan après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dans la LHMQ, c'est un week-end plutôt oublié pour les Foreurs de Val-d'Or alors qu'ils ont perdu 2 matchs. Samedi, la troupe de Maxime Desruisseaux a perdu face aux Sea Dogs de Saint-John 5-1. Thomas Tiboulka a inscrit le seul but de la rencontre en première période. Dimanche, le Vert et Or affrontait les Eagles du Cap-Breton où il s'est incliné 4-3. Les Foreurs avaient pourtant bien commencé le match avec 2 buts lors de la première période, les Eagles ayant pris le dessus en deuxième et troisième période. Du côté de ski de Rouyn-Noranda, c'est plutôt un week-end parfait alors qu'ils ont remporté les 2 matchs prévus au calendrier. Samedi, la troupe de Martin Dagenet a pris le dessus face aux Eagles du Cap-Breton avec une victoire de 4-2. Et hier, les Huskies affrontaient aussi les Sea Dogs de Saint-John où la meute l'a remporté 4-0. Antonin Véraud a marqué le but de la victoire alors que Mathis Perron le but d'assurance. D'ailleurs, une semaine après son départ, les Huskies ont rendu hommage à Gilles Laperrière. Il y avait beaucoup d'émotions chez les partisans de la première heure de la meute. Vincent Tremblay a assisté à la cérémonie. Une journée émotive pour les proches de celui qu'on considère comme le père du hockey en Abitibi-Témiscamingue. Le samedi 14 octobre, Gilles Laperrière a été célébré partout à Rouyn-Noranda. En après-midi, les Citadelles lui ont rendu hommage et en soirée, dans sa 2e maison, c'était au tour des Huskies. Ça m'a touché grandement. Je pense que ça a touché aussi la famille. Écoute, c'est un hommage très mérité au grand Gilles Laperrière. Quand on sait que si les Huskies sont ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Régent Hall a joué son hockey mineur avec les Citadelles de Rouyn-Noranda, disputé 10 saisons avec le bleu-blanc-rouge et remporté 5 Coupes Stanley. Pour lui, c'est important de rendre hommage à monsieur Gilles Laperrière. C'est une personne qui était généreuse de son temps. Il comptait pas ses heures, là. Il pouvait rentrer au forum le matin puis en sortir à la fin de la soirée, là. Je suis allé à Rouen cet été et j'ai passé un peu de temps avec Gilles également. Il était bien. Toujours garder les contacts au fil du temps. Il venait à Montréal me voir jouer. Il est venu à Montréal par la suite, parce que même après ma carrière, depuis que je suis retraité. Donc, tout ça fait que j'ai d'excellents souvenirs de Gilles Laperrière, qui est un monument à Rouyn-Noranda et dans l'Abitibi. Dans la dernière semaine, les témoignages ont été nombreux d'anciens joueurs comme Pierre Turgeon, Rick Desjardins et Stéphane Matteau. Des témoignages qui ont eu des échos jusqu'à la Chambre des communes d'Ottawa.
Gilles Laperrière est un des grands bâtisseurs du hockey à Rouyn-Noranda ou même à Rouyn-Noranda à l'époque. On lui rend hommage dans son aréna ici où il y avait, selon la rumeur, sa deuxième maison où il a passé du temps, où il a créé de la fierté par les équipes de hockey. Il fallait rendre hommage au grand Gilles Laperrière et je pense qu'effectivement les Huskies de Rouyn-Noranda lui ont rendu un bel hommage ce soir. Un hommage sobre, senti et mérité à un bâtisseur du hockey en Abitibi-Témiscamingue. Les partisans rouyn-norandiens étaient nombreux à s'être déplacés pour ce dernier tour de glace de Gilles Laperrière au centre Dave Keon. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans la GMHL, les Titans de Témiscamingue l'ont emporté 8-2 samedi et 10-6 dimanche contre le Bécard de Sainte-Terre. Nathan Hardy s'est notamment illustré avec 2 buts et 5 passes lors de la fin de semaine. Les 2 rencontres étaient disputées à Témiscamingue et avec ces 2 victoires, le Titan présente maintenant une fiche de 6 victoires et 2 défaites, ce qui classe l'équipe au premier rang de la Division Nord. Et on termine ce tour d'horizon des équipes de hockey de la région dans la Ligue M18 3A. La séquence de victoires des Forestiers d'Amos a pris fin abruptement cette fin de semaine alors que l'équipe s'est inclinée 7-0 et 6-0 dans un programme double à Saint-Eustache. Les hommes de Sean Lanou ont tout de même tiré 59 fois sur le gardien des Vikings durant la fin de semaine, mais n'ont pas été en mesure de le déjouer. Les Forestiers seront encore sur la route cette semaine. Ils affronteront le Rousseau Royal de Laval-Montréal samedi prochain et vont retrouver les Vikings dimanche. Au curling masculin, l'Abitibi-Témiscamingue a une nouvelle équipe championne. Denis Jolin de Rouyn-Noranda a remporté en fin de semaine le tournoi régional qui donne accès au championnat provincial. En finale, il a battu l'équipe de Pascal Gagnon 9-2. La formation championne de l'an dernier, celle de Patrick Bédard, s'est inclinée en demi-finale. Denis Jolin, Ghislain East, Robert Godet et Pierre Pilon vont représenter la région au tournoi Tankard et le gagnant de ce tournoi obtient son billet pour le Brier 2024. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et Stéphanie, à la météo, même si on a du soleil, l'automne s'invite avec des températures plutôt fraîches. Oui, et je vous invite à rajouter une petite laine de plus et ne pas faire comme les 3 coureurs qui viennent tout juste de passer derrière moi, c'est-à-dire d'être en short. Je leur souhaite pas une grippe parce qu'elle a de l'air pas facile ces temps-ci. Ce soir et cette nuit, pour l'ensemble de la région, on a quand même là un dégagement. Par la suite, pour l'Abitibi-Témiscamingue, ça va se dérouler sous les nuages avec moins 1 degré. On a des nappes de brouillard pour le Témiscamingue qui devraient se développer cette nuit avec un minimum de 2 degrés. Demain, du soleil au Témiscamingue avec 12 degrés, maximum de 13 degrés avec dégagement pour l'Abitibi et un court aperçu pour après-demain, des nuages pour le nord avec 13 degrés, maximum de 14 degrés pour le Témiscamingue avec alternance de soleil et de nuages. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Non, on n'est pas rendu là encore, une excellente semaine. Pas que j'ai hâte, mais c'est comme ça. Ce sera pas pour tout de suite, mais merci Stéphanie, à demain. Non. Je termine avec la Maison de la Source Gabriel à Val-d'Or qui désire amasser environ 50 000 $ pour sa campagne annuelle de publi-postage le 23 octobre prochain. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée puis on se retrouve demain.